Bonjour, rebonjour, incroyable mesdames et messieurs, rebonjour et bienvenue dans cette émission exceptionnelle. Évidemment, la France est en émoi, le peuple se mobilise cet après-midi, les gens ont posé des RTT pour suivre en direct sur ma chaîne Twitch les débats à l'Assemblée nationale sur la taxe Zuckman et autres taxes proposées par la gauche dans le budget de l'État, finalement. Bienvenue à toutes et à tous. Rebonjour celles et ceux qui ont passé la matinée avec moi. On a appris quelle ne fut pas notre stupéfaction lorsque nous apprîmes en début d'après-midi que ce midi, Olivier Faure et Boris Vallaud ont déjeuné avec Sébastien Lecornu à Matignon. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? On ne sait pas. Est-ce qu'ils ont redilé un truc? On ne sait pas. Est-ce que le gouvernement va soutenir la taxe Zuckman Light déposée par les socialistes? On ne sait toujours pas. Ça paraît mal barré, hein, ça paraît mal engagé. En tout cas, ce matin, vous avez pu voir l'examen de la taxe sur les holdings et notamment les amendements défendus par la droite pour amadouer la taxe sur les holdings proposée par le gouvernement. Et là, cet après-midi, vous allez plutôt voir la gauche défendre des amendements de justice fiscale, notamment la taxe Zuckman en principe. Là, je crois qu'ils sont en train de discuter d'un ISF, le rétablissement d'un impôt sur la fortune, ISF climatique, plus ou moins, ça dépend des amendements. Et ils sont en train d'en discuter. Est-ce que ça va? Là, c'est en ce moment la taxe Zuckman. Ah, ils sont dedans, là, ils sont dans la taxe Zuckman. Ah, bah, on va les rejoindre très vite, alors. On va les rejoindre très vite, on va les retrouver. ISF plus taxe Zuckman, mais let's go! Discussion commune. Ah, mais c'est pour ça, ils sont tous en discussion commune. Je me disais, il y a quand même beaucoup d'amendements en discussion commune. Ils ont fait une discussion commune entre l'ISF et la taxe Zuckman. Ah ouais, ah ouais. Ok, whatever. Bon, bah, on y va, hein, on n'est pas là pour... bon, voilà. Allez-y, Claire Lejeune! J'adore Claire Lejeune, qui est en train de parler. Déclenchement d'application à 10 millions, mais vous appliquez des exemptions, des exceptions sur les biens professionnels familiaux, ce qui risque de faire un filet qui finalement laisse passer des baleines. Première baleine, Bolloré, 70% de parts, donc pas concerné. Et nous avons appris que Bernard Arnault vient de racheter encore des parts et qu'il se rapproche du seuil de 50%. C'est autre baleine que potentiellement nous laisserions échapper. Nous devons tenir bon sur les leçons que nous ont enseignées les travaux sur ces questions, l'importance d'une assiette large, sans exception, pour justement ne laisser... L'assiette de l'impôt, c'est ce sur quoi est assis l'impôt, c'est-à-dire à partir de quoi il est calculé. Qui vise justement à revenir sur l'exemption des biens professionnels familiaux et à rehausser le seuil à 100 millions. Merci Madame la députée. Les biens professionnels, ce sont les actions. Vous voyez Clémence Guettet, la vice-présidente de l'Assemblée nationale, qui préside la séance. Madame la Présidente, donc cet amendement vise à corriger en partie la proposition du groupe socialiste en passant le seuil d'exemption à 80%, puisque ça a été expliqué par ma collègue. On a un petit sujet quand on se rend compte que Bernard Arnault détient déjà 48% des actions de sa holding familiale, et on imagine mal Monsieur Arnault, avec l'esprit patriotique qu'on lui connaît, payer 3 milliards d'impôts par an bénévolement et ne pas tenter de racheter les quelques pourcents d'actions qui lui manquent pour échapper à la taxe. Je voudrais ensuite m'adresser aux macronistes et au Rassemblement national. Depuis ce matin, vous n'avez fait que multiplier les exemptions, donc en ignorant ce qu'on essaye de vous dire depuis des jours maintenant, que justement, la taxe Zuckman, elle est là pour mettre fin à des décennies d'évasion fiscale qui sont permises par chaque brèche que tous les gouvernements successifs ont créée dans le droit fiscal, et que ces stratégies, celles des milliardaires et celles des multinationales, nous coûtent environ 100 milliards par an. 100 milliards par an, c'est-à-dire notre déficit annuel. Vous avez transformé la taxe sur les milliardaires en taxe de Schrödinger avec, on imagine maintenant, des services de contrôle fiscaux qui vont devoir savoir si M. Bolloré a fait une réunion d'affaires sur son yacht pour savoir s'il est imposable ou pas. Vous vous êtes rendu compte trop tard, alors que vous aviez l'exemple sur les yeux, qu'il suffit tout simplement aux milliardaires de louer leur propre yacht et de ne pas en être les propriétaires pour échapper à votre soi-disant taxe. Quand vous allez faire les poches aux chômeurs, aux retraités, aux apprentis, quand vous allez contrôler les comptes en banque des allocataires du RSA, il n'y a pas un euro qui se perd. Mais là, depuis ce matin, on vous a vu créer une brèche béante dans votre soi-disant niche fiscale, et c'est absolument scandaleux. Mais est-ce que vous pensez sérieusement que les Français vous font confiance ?
Est-ce que vous pensez sérieusement qu'ils ont oublié que depuis des décennies, vous laissez passer 3 milliards de fraude à la taxe sur les dividendes et que vous n'avez agi uniquement parce que les journalistes ont découvert le poteau rose et que l'ancien ministre des Finances, M. Lombard, a saboté la loi? Est-ce que vous oubliez que pendant le Covid, vous nous dites qu'il y a des milliards qui sont patiemment planqués dans des holdings en attendant d'être réinvestis dans l'économie réelle? Pendant le Covid, qu'est-ce qu'elles ont fait, les multinationales? Elles ont versé plus de dividendes que ce qu'elles n'ont fait de profit avec les aides de l'État. Alma Dufour qui dénonce en tout cas les tentatives de la droite de créer des brèches dans la taxe Zuckman et d'exonérer notamment les biens professionnels. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, le sous-amendement que nous présentons à la taxe proposée par nos collègues socialistes vise à rendre plus opérante cette taxe et surtout à éviter tous les mécanismes d'évitement de l'impôt. On se souvient que l'IPP avait fait, et l'IGF avait fait tous les deux un rapport sur... L'IGF, c'est l'inspection des finances. Sur la fortune, et où il était indiqué que c'était une taxe pour les millionnaires auxquels les milliardaires échappaient. Et donc ce sujet doit aujourd'hui nous conduire à se dire oui, il faut une taxe sur les très hauts patrimoines parce que c'est une question de consentement à l'impôt, Monsieur le Premier ministre. Je vous assure, ce qu'a dit Emmanuel Morel est tout à fait vrai. Nos compatriotes ne comprennent pas qu'on leur demande des efforts et que celles et ceux qui ont des centaines de millions d'euros de patrimoine ne fassent pas les efforts qu'il faut faire. Donc ce sujet de consentement à l'impôt, nous souhaitons le porter. Et nous le porterons d'autant mieux que je crois pour ma part qu'il eût été plus utile de faire une taxe Zuckman avec un taux moindre, comme cela avait été fait pour la taxe sur les transactions financières en son temps, qui avait permis d'inscrire le dispositif dans la loi, d'inscrire le dispositif dans notre architecture fiscale et ensuite de le développer. Donc le groupe GDR propose de monter la détention des participations à 75% au lieu de... Le groupe GDR, c'est le groupe communiste. Si on sait que et M. Bolloré et M. Arnault n'auront aucun moyen d'échapper à cette taxe. C'est aussi comme cela qu'on réussira à faire en sorte qu'il y ait un rendement cohérent par rapport à ce qui est annoncé. Parce que si les premières fortunes de France échappent à la taxe qui est proposée, ça veut dire qu'il n'y aura pas le rendement annoncé. Voilà l'objet de notre amendement et nous proposons de rester sur les 1800 très grosses fortunes pour éviter les ETI, les PME et les personnes qui aujourd'hui essayent aussi de temps en temps de s'en sortir avec des patrimoines importants, mais pas au niveau de 100 millions d'euros. Merci beaucoup. Le 3892, Monsieur Lucas. Merci Madame la Présidente. Cela a été dit précédemment, je n'y reviendrai pas, mais nous considérons qu'il faut la taxe Zuckman et pas une version dite allégée qui en réalité reprendrait et retrouverait les mêmes erreurs que celles qui ont conduit aux échecs de l'IGF en 1981. Au-delà de la question économique et fiscale, je crois que nous sommes profondément au cœur d'un débat moral. Que l'enjeu auquel nous sommes confrontés, c'est... Lui, c'est Benjamin Lucas, c'est un député Génération. Cela a été dit aussi du consentement à l'impôt. La question qui nous est posée, c'est trouvons-nous juste et moral qu'une infime minorité de privilégiés accumule les richesses, s'accapare les ressources, reproduise les inégalités et les injustices du simple fait de l'héritage, de la rente, de l'optimisation fiscale qui lui permet d'échapper à sa juste part d'impôts. Et face à cette immoralité, nous proposons la taxe Zuckman qui, je le dis, est en réalité déjà une position de compromis, une position de modération, parce qu'elle ne suffira pas à réparer une décennie d'offrandes fiscales aux plus grandes fortunes, aux très grandes entreprises décidées par M. Macron. Elle ne permettra pas de réparer ces dizaines de milliards d'euros en moins dans les caisses de l'État, dizaines de milliards d'euros en moins pour la solidarité, pour l'investissement dans la transition écologique, pour la défense de nos services publics. Et donc, elle nous apparaît comme un compromis modéré, indispensable pour reconstruire la confiance dans nos finances publiques, pour reconstruire la confiance dans la société, dans notre contrat social et au final dans notre pacte républicain. Parce que oui, il y a aujourd'hui besoin de remettre de la décence face à une ultra-richesse qui a explosé ces dernières années, face à des patrimoines des ultra-riches qui ont explosé et qui feraient pâlir de jalousie les très riches d'il y a 50 ou 60 ans. C'est tout simplement cela que nous vous demandons, remettre de la décence, remettre de la morale dans un débat fiscal et économique qui en manque cruellement. Merci, monsieur. Toujours une succession d'amendements déposés par la gauche. Peut-être que vous pouvez nous présenter aussi le suivant, Madame Sass, 3890. Je ne présenterai pas le suivant, je vais présenter le 3890, moi. Ah. Eh bien, c'est pas à vous alors. Bah non. 3889, qui le présente?
C'est celui d'après. Monsieur Amir Chahi. Merci Madame la Présidente. On assiste depuis quelques jours, et on l'a vu tout à l'heure, à un mouvement de panique de la part du gouvernement et de quelques-uns de ses soutiens, dont on voit que depuis le début, il s'agit de multiplier les exemptions, les exonérations, les niches d'optimisation fiscale, les exceptions faites à la règle de l'impôt, pour une seule raison, c'est pour échapper coûte que coûte à l'obligation qui est celle des plus grands fortunés de ce pays, qui procède à un accaparement inadmissible des richesses, pourtant produites par l'essentiel des salariés de ce pays. Oui, c'est pour Amir Chahi, je crois qu'il est aussi génération, j'ai pas envie de dire de conneries, mais en tout cas il siège avec les écolos. C'est-à-dire une contribution juste à la fortune, elle, injustement acquise très souvent, et sur laquelle ils assoient, cultivent c'est ça. Et veulent prolonger leurs privilèges. La vérité, c'est que cet amendement-là vise, en tout cas pour ce qui nous concerne, à contenir votre, de façon presque désespérée, votre logique et votre stratégie qui vise à vider de toute substance toutes les taxes qui sont pourtant légitimes lorsqu'elles mettent à contribution les grandes fortunes. Et en l'occurrence, la taxe Zuckman, que nous ne voulons pas alléger, que nous voulons pleine et entière, pour cette raison qu'elle ne va pas, en vérité, vous démunir, elle ne va pas, en vérité, affaiblir le capital, mais elle va au moins pouvoir contribuer à financer le minimum dont la société a besoin en termes de services publics, le minimum dont la société a besoin pour ses écoles, ses hôpitaux, et pouvoir ensuite avoir un véritable plan de relance du pays qui en a tant besoin après ces 8 années dans lesquelles vous nous avez amenés. Donc, je vous en conjure, ne cédez pas aux injonctions du MEDEF, ne cédez pas aux injonctions de ceux qui, détenteurs des capitaux injustement acquis, vous empêchent aujourd'hui de vouloir mettre en place des mesures de justice fiscale. Merci, monsieur le député. 3890, Madame Sass. Eva Sass, députée écologiste. Je vais répondre à M. Susan-Stuhl sur la constitutionnalité de la taxe Zuckman. Je l'ai déjà dit, mais vous ne voulez pas l'entendre. Lors de la question prioritaire de constitutionnalité de février 2011, le Conseil constitutionnel a jugé qu'il était constitutionnel de, je cite, limiter l'avantage tiré par les détenteurs du patrimoine du plafonnement de l'impôt par rapport aux revenus, et qu'il était également constitutionnel, je cite, de faire obstacle à ce que ces contribuables n'aménagent leur situation en privilégiant la détention de biens qui ne procurent aucun revenu imposable. Autrement dit, l'Assemblée est fondée à voter des mesures qui évitent le contournement de l'impôt, notamment des mesures qui évitent la minimisation des revenus. Eva Sass, elle rappelle une jurisprudence du Conseil constitutionnel qui, selon elle, autorise le Parlement à voter une taxe Zuckman. Ce n'est pas contraire à la Constitution de voter un impôt minimum de 2% sur les patrimoines de plus de 100 millions d'euros. J'en viens au sous-amendement 3890. Nous venons ici sous-amender l'amendement de nos collègues socialistes pour sécuriser le fait que seuls peuvent être exclus les biens professionnels et non les sociétés purement patrimoniales. Je veux quand même redire ici que nous sommes défavorables à l'exclusion des biens professionnels de l'assiette de la taxe Zuckman, mais à tout le moins, nous voulons au moins minimiser ces exonérations. Ok. Cohérent jusqu'à ce qu'on, sur ce qu'on a entendu jusqu'à présent. Madame Autain. Clémentine Autain. C'est à toi, Clémentine. Vas-y. Prends le micro. Mes chers collègues, la taxe Zuckman de 2%, touchant le patrimoine de celles et ceux qui ont plus de 100 millions d'euros, et d'ailleurs, en général, ce sont ceux et pas celles, incluant les mal nommés biens professionnels, c'est la seule façon de faire en sorte que les milliardaires contribuent autant à la solidarité nationale que toutes les autres catégories sociales. Alors nous avons entendu beaucoup d'arguments, rabâchés et re-rabâchés pour empêcher qu'un mécanisme innovant permette tout simplement de faire vivre la justice sociale. L'exil fiscal a été avancé. On a pourtant une étude du Conseil d'analyse économique qui nous dit très clairement que c'est marginal, de l'ordre de 0,003% à 0,03%. C'est rien. Les détenteurs de licorne, les pauvres n'auraient pas de liquidité comme Mistral. Eh bien, il y a d'autres moyens de payer. État
étalée dans le temps ou payée en nature. On nous a encore dit que, attention, il ne fallait pas toucher aux biens professionnels, alors que c'est le cœur du problème. Et que quand vous avez un plan de caméra large comme ça veut dire que la régie est en train de galérer à faire un plan serré avec la caméra. Il s'agit précisément Mais ça va arriver, voilà, elle est là. de la façon dont se structure la fortune des milliardaires. Et donc, si on ne touche pas à ça, on est à côté, on rate la cible. Alors, il y a ici une proposition maintenant de taxe light. Mais exonérer les grandes fortunes qui possèdent plus de 51% des parts de leur entreprise, c'est ouvrir la machine à optimisation fiscale que notre impôt plancher visait précisément à empêcher. Je donne un exemple. Bernard Arnault possède aujourd'hui 48% de LVMH. Avec la taxe light, il suffirait qu'il rachète 3% de LVMH et il atteint le seuil de 51%. Et donc on a l'homme le plus riche de France qui peut, avec la taxe light, continuer à ne pas payer d'impôts. Et c'est pourquoi nous voudrions que cette taxe light ne soit pas light et qu'au moins les patrimoines d'une valeur supérieure à 500 millions d'euros, eh bien, au-dessus de ce seuil, ne soient soumis à aucune exception, exemption, exonération. Merci Madame la députée. Monsieur le rapporteur général. Alors, maintenant qu'on a présenté tous les amendements, on va écouter l'avis du rapporteur, Philippe Juvin. Dans un premier temps, je vais... Rapporteur de la Commission des Finances. Analyse synthétique des riches amendements qui nous ont été proposés. Bon courage pour vous, parce que vous allez devoir m'écouter. Alors, pour les amendements 639 à 127, il s'agit en réalité d'un ISF climatique en 3 composantes, un socle applicable dès 1 million d'euros, taux de 0,5, un chapeau avec un barème progressif appliqué à la fraction du patrimoine allant de 10 millions à 1 milliard d'euros, et un plancher qui s'apparente à la taxe Zuckman, on va y revenir, en prévoyant une contribution minimale de 2% du patrimoine global pour les personnes dont le patrimoine dépasse 50 millions et 100 millions selon les amendements, incluant les biens professionnels. Oui. Deuxièmement, pour les amendements 25-58 à 32-49, ils proposent tous des taxes Zuckman, puisque c'est désormais un terme compris par tout le monde, de 5,5% pour le premier et 2% pour les suivants, sur les patrimoines de plus de 100 millions. Et ça fonctionne comme une contribution différentielle. Ça a été très bien expliqué par nos collègues avec des amendements de repli. Et enfin, troisièmement, l'amendement 3480 est un peu différent. Lui, il nous propose une sorte de taxe Zuckman atténuée avec un taux de 3% appliqué au patrimoine de 10 millions d'euros et plus, mais sur une assiette qui exclut les biens professionnels, dits familiaux ou innovants, là où les premières versions incluent tous les biens professionnels. Les commentaires. D'abord, la Commission a donné un avis défavorable à ces amendements et je vais tenter de vous donner quelques arguments. Premier argument. Pas étonnant. La France est le dernier des 35 pays dans le classement de la compétitivité fiscale des entreprises. Le dernier. Ce sont les chiffres de la Tax Foundation. Deuxièmement, la Tax Foundation, je ne sais pas qui c'est, mais ça m'a pas l'air de gauche. On entend que le patrimoine des très riches a explosé. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai, puisque la part du patrimoine détenu par les 1% les plus riches est passée de 25 à 27% entre 1996 et 2023. Et ces chiffres, ce sont les chiffres de la World Inequality Base, dont c'est déjà mieux. Scientific Advisor, c'est Gabriel Zuckman. 3 points. L'inclusion des revenus non distribués, moi, ma crainte, c'est qu'elle conduise à faire peser une charge fiscale sur un revenu incertain. 3e point, cette ponction sur de l'argent qui n'existe pas, en tout cas qui n'existe pas encore, et sans plafonnement, c'est un sujet fondamental, aura probablement un caractère confiscatoire qui sera jugé comme tel par le Conseil constitutionnel. L'absence de plafonnement conduit à cela. 4e pan, une société peut être très fortement valorisée tout simplement parce que le marché y croit et fait un pari dessus, mais ne pas avoir de liquidité. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire pour payer la taxe? Vendre des dividendes, en réalité vendre une partie de la société, ou certains proposent de céder à l'État une partie de la société, ce qui revient à faire de la nationalisation. Honnêtement, pas tout de suite, attends. Je ne vois pas où ça a bien marché, cette affaire de nationalisation. La vraie question, c'est est-ce que cette taxe aurait des effets sur l'économie? Parce que j'entends la recette fiscale qu'on en attend. Est-ce que ça a des effets sur l'économie? Ou est-ce que c'est neutre? Bien, écoutez,
Bon, 15 milliards dans les caisses de l'État, on prend. Hein. Ces codes montrent qu'entre 82 et 2017, l'ancien ISF, qui ne touchait pas les biens professionnels, l'ISF aurait abouti à une perte de la base imposable de 70 milliards. Alors, vous allez me dire, en réalité, la perte de la base imposable, ce n'est pas très grave. Alors, si, c'est évidemment grave, puisque vous faites disparaître ce sur quoi est assis la richesse du pays. Mais en fait, quand vous lisez le livre de Gabriel Zucman, vous comprenez, c'est assumé. Dans Le triomphe de la justice, je cite Gabriel Zucman, ouvrez les guillemets, « Détruire une partie de l'assiette fiscale peut être dans l'intérêt de la société ». Donc en réalité, la taxe, elle a une recherche de rendement, mais elle a aussi une recherche d'organisation différente de la société. Il faut l'assumer. Oui, ça fait partie du truc. Détruire une base fiscale, dites-le. Plus compliqué que ça. Ensuite, vous prétendez obtenir 15, 20, c'est pas trop, 25 milliards d'euros, c'est-à-dire 5 fois plus que l'ISF, tout en étant concentré, tenez-vous bien, sur 100 fois moins de contribuables. Moi, j'ai un peu de mal, très franchement, à voir comment ça fonctionne. Faut dire qu'ils sont très riches, les mecs. Hein. La hausse de la fiscalité, quelle qu'elle soit, celle-ci ou d'autres, elle a toujours un effet sur l'économie, toujours. Ça n'existe pas de hausse ou de baisse, d'ailleurs, de la fiscalité qui n'ait pas d'effet sur l'économie réelle. Et je trouve que dans votre raisonnement, c'est le grand impensé. Où est l'effet? Qu'attendez-vous comme effet? Que craignez-vous comme effet? Qu'escomptez-vous comme effet sur la société réellement? Et je termine là-dessus. Moi, je crains que votre loi consiste tout simplement pour les entreprises à devoir s'endetter ou à céder une partie de leur capital pour payer la taxe. Et pour toutes ces raisons, je vous donne un avis défavorable. Avis défavorable de la Commission sans surprise sur la taxe Zucman. Et on écoute la réponse de la ministre Amélie de Montchalin. Chercher à avoir un propos sur, non pas chaque amendement, mais sur, au fond, les principes qui ont été défendus et quelques éléments de départ. D'abord, je trouve qu'il est sain que ce débat ait lieu ici. Oui. Et non plus à travers de plateaux de télévision, de journaux. Oh bah les deux. À la fin, l'impôt, il est défini par les parlementaires. Et depuis 1789, acquis de haute lutte, c'est vous, parlementaires, qui définissez ce qu'est l'impôt, comment il fonctionne et comment il est calculé. Tout à fait. C'est révolutionnaire, effectivement, de vous dire que c'est vous qui avez le pouvoir et non pas des débats d'économistes qui parfois sont un peu loin de la réalité politique. Deuxième élément de point de départ, je veux ici très clairement m'opposer à la théorie selon laquelle, je cite, « les plus pauvres de notre pays paieraient 50% d'impôts quand les plus riches n'en paieraient que 30%. » Ah, c'est vrai qu'on a beaucoup entendu cet argument. Je vais expliquer très clairement que la manière dont le calcul a été fait était de considérer que les plus modestes Français ne vivaient que de revenus et qu'ils ne toucheraient pas inversement des indemnités ou des allocations. Si on ajoute au calcul de M. Zucman, puisqu'il est question de M. Zucman, les allocations sociales, les indemnités, les revenus de remplacement, évidemment que les plus pauvres de notre pays ne payent pas 50% d'impôts. Évidemment que non. Puisque sinon, vous imaginez bien comment, dans notre pays, depuis longtemps, certains, avant 2025, se seraient rendus compte qu'il y avait un problème d'équité. Mais il y a un problème d'équité. La réalité. C'est peut-être pas parce que les bases de calcul sont pas les mêmes, mais ouais. Non mais d'accord, ok, admettons, le calcul n'est pas le même, mais le principe reste valable. Les Français les plus modestes ne payent pas l'impôt sur le revenu. La TVA, les cotisations sociales, mais n'a pas inclus dans les revenus les allocations, les indemnités. Or, je pense qu'il faudrait rapporter les impôts à l'ensemble de ce avec quoi on vit. Et si c'est une allocation sociale, si c'est le RSA, si c'est les allocations familiales, je trouve étrange de calculer un taux de prélèvement obligatoire en retirant le fruit des transferts publics. Je pose ici le sujet, à nouveau, pour éclairer la compréhension de chacun sur la réalité des chiffres. Admettons. Dans l'hémicycle. Deuxième élément, je veux le redire ici, on entend dire aussi que les plus fortunés de notre pays auraient vu leur patrimoine, comme cela a été dit, qui est une équivalence de patrimoine. Je l'ai redit tout à l'heure, ce n'est pas parce qu'il y a écrit que vous êtes actionnaire d'une entreprise qui est valorisée
à 100 millions et que vous en détenez 50%, que vous avez sur votre compte en banque 50 millions d'euros. Mais on le sait, ça. Une équivalence patrimoine, c'est Mme Arrigui qui a cité cette expression. Mais je veux redire ici que si l'on reprend des données que les économistes eux-mêmes, dans la World Inequality Database, qui est une donnée que M. Zucman et ses collègues utilisent et ont même construite, en France, les Français qui représentent le pourcentage de 1% les plus aisés détenaient 26% du patrimoine en 2015 et 27% en 2023. Ah bon? Je veux bien qu'on m'explique... Je croyais qu'on était passé à plus de 40. Fortes augmentations, mais on ne peut pas dire que très récemment, depuis 2017, nous aurions eu une explosion des inégalités patrimoniales. Nous avons effectivement un élément qui fait que leur patrimoine a augmenté. Ah, elle parle que du patrimoine. Mais le PIB a lui aussi augmenté en valeur. Donc la proportion est restée stable. Troisième élément. Madame Sass, vous avez parlé de l'exil fiscal. Nous avions eu ce débat ensemble le 20 février dernier, dans un débat qui avait duré toute la journée. À l'époque, je dois dire, il était un peu moins médiatique de parler de cette taxe, mais elle nous avait occupé toute la journée, le 20 février. Et je voulais ici rappeler des données que j'ai déjà expliquées dans ce cadre-là, mais qui, à mon avis, sont utiles. On parle beaucoup de la comparaison de l'exil fiscal de l'ISF et de l'exil fiscal si l'amendement de Mme Sass était voté. La taxe Zucman. Si l'amendement dit Zucman était voté, il concernerait 175 fois moins de contribuables. Pas 2 fois moins, pas 3 fois moins, 175 fois moins. Mais sa charge fiscale, elle, augmenterait de 875 fois plus. Donc vous auriez 175 fois moins de gens qui paieraient, ce petit nombre de personnes, 875 fois plus d'impôts. Et donc vous auriez, Monsieur Lecoq s'en réjouit, mais quand le premier contribuable de cet impôt paierait plus de 1 milliard d'euros d'impôts, qui pense que cette personne ne prendrait pas le TGV, le Thalys, l'Eurostar ou je ne sais quel moyen de transport pour juste s'installer de l'autre côté de la frontière? En Belgique. Si on vous demande de payer 875 fois plus d'impôts que lorsqu'il y avait l'ISF, qui pense que l'exil fiscal n'existe pas? Alors, quand on compare des choses, Madame Sass, il faut comparer des choses comparables. Mais l'ISF, je le redis, 175 fois moins de contribuables, 875 fois plus de charges fiscales. Ça ne peut pas être comparable. Enfin, je terminerai sur un point de constitutionnalité. Ah. Monsieur de Courson, j'imagine que vous prendrez la parole sur ce sujet. Vous êtes devenu la voix de l'état de droit constitutionnel fiscal depuis quelques jours. GG. Donc je voulais ici rappeler 3 principes. Très rapidement. Notre état de droit, la jurisprudence du Conseil constitutionnel, a posé 3 principes. La première, c'est qu'elle a toujours dit que taxer les biens professionnels n'était pas de même nature que de taxer du patrimoine personnel. Et donc, il faut bien voir que la seule période où dans notre pays, il y a eu un impôt sur les biens professionnels, c'est entre le début de 1981 et la fin de 1981, puisque l'imposition des biens professionnels avait été proposée par François Mitterrand et a été retirée dès 1982 par un amendement, vu ce que ça a provoqué dans le pays comme choc économique. Ah ouais? Donc notre pays n'a jamais taxé le stock de biens professionnels. Je dis bien jamais. Deuxième élément constitutionnel. Ok, intéressant. Si vous avez... Notre jurisprudence pose très clairement un arbitrage. Si le taux d'impôt est élevé, alors l'impôt est plafonné. Et s'il est plafonné, il est en général plafonné sur les revenus. Et quand il est plafonné sur les revenus, il est calculé sur les revenus distribués. Et donc, ce que montrent les économistes, c'est que les revenus dits non distribués ne seraient pas pris en compte dans le calcul du plafonnement des impôts. Ce qui veut dire que tous ceux d'entre vous qui imaginent des taux à 2%, 3% et plus seraient rappelés par le Conseil constitutionnel au devoir de le plafonner. Et quand on le plafonne en pourcentage du revenu fiscal de référence. Ce qui veut dire que le rendement
s'en trouve très largement réduit et qu'à ce titre, les 15 milliards dont vous parlez, au mieux, deviennent 2 à 3 milliards maximum. Amélie de Montchalin, la ministre des Comptes publics, qui pointe un risque d'inconstitutionnalité d'une hypothétique taxe Zuckman qui serait mal écrite, non plafonnée. Qui réduisent le taux. À voir, je serais curieux de voir la décision du Conseil. Dans votre amendement de repli, le taux, vous continuez de taxer les biens professionnels, dont je rappelle qu'ils n'ont jamais été validés par le Conseil constitutionnel et jamais été imposés. Donc en fait, il y a 3 éléments de constitutionnalité et je terminerai là. Le taux, le plafonnement et les biens professionnels. Aujourd'hui, nous avons des députés qui veulent un taux élevé, qui ne veulent pas de plafonnement et qui incluent les biens professionnels. À ce titre, je peux vous dire avec beaucoup de sérénité que le Conseil constitutionnel ne validerait aucun de ces impôts. Ouais, faut voir. Attention, c'est pas une science exacte. Monsieur le Président Coquerel. C'est comme la météo. Hein. On verra. Non, mais on verra. Ça peut être surprenant. Éric Coquerel, président de la Commission des Finances. L'ISF climatique. Parce que si on peut dire que la richesse accumulée par quelques-uns s'est fait finalement sur le vol du temps des travailleurs à travers la plus-value, c'est également vrai du gaspillage de l'air que nous respirons, concentré et cumulé, par exemple, par les 1% des plus riches de ce monde qui possèdent l'équivalent des 15% les plus pauvres. Et l'ISF climatique a pour justement vocation à rétablir en partie cette inégalité devant la dette écologique où nous ne sommes évidemment pas tous de la même manière contributeurs. Sur la question de la taxe Zuckman, Madame la Ministre, on vous dit 0,001% et vous avez la finesse de nous répondre 1%. Nous parlons bien de quelques centaines de personnes. Et c'est ça la particularité de notre époque. C'est que nous sommes revenus quelque part aux mêmes inégalités qu'avant-guerre, c'est-à-dire le capitalisme sauvage du 19e et 20e siècle qui a été obligé de faire des concessions et des compromis au moment du Conseil national de la résistance et de la libération. Oui, il y a une accumulation du fait du processus que nous avons expliqué de mettre de côté les biens professionnels, d'une richesse inégalée dans l'histoire très certainement de notre pays, depuis la noblesse de l'Ancien Régime au service de quelques centaines de personnes, parce que contrairement à ce que vous dites, Madame la Ministre, oui, 500 personnes aujourd'hui ont un patrimoine qui correspond à 40% du PIB. Alors, à partir de là, la question qui nous est posée, c'est ces 500 personnes qui ont un taux d'effort fiscal de 25%, comment faire en sorte qu'elles aient un taux fiscal qui se rapproche justement des 0,1% les plus riches qui, eux, sont assujettis à l'impôt sur le revenu. Et la taxe Zuckman tape exactement pile là où il faut, avec un palier de 2%, dont je rappelle qu'il déduit tous les impôts physiques que payent ces personnes. On ne peut donc pas dire qu'ils paieront 2 fois l'impôt, puisqu'ils le déduiront. Et qui c'est le principe d'un impôt plancher. Effectivement, de libérer des milliards d'euros. Monsieur le rapporteur général, vous nous disiez quel est l'effet de cette fiscalité. Eh bien, l'effet de ces fiscalités, c'est de rapporter aux recettes de l'État environ 15 à 20 milliards d'euros et d'avoir 15 à 20 milliards d'euros de moins de coupes budgétaires que vous apprêtez à demander à tous les Français. Voilà l'intérêt de la taxe Zuckman. Elle est pensée, elle est réfléchie, elle est constitutionnelle et elle est égalitaire et elle fait payer tout simplement ceux qui, depuis quelques années, ont accumulé des richesses absolument indécentes. Merci. Alors, pour la bonne information de tous, j'ai plusieurs inscrits à l'article. Pour le groupe EPR, j'ai Monsieur Midi et Madame Yadan. Vous me direz qui prend la parole pour votre groupe. C'est Monsieur Midi. C'est Monsieur Midi. Monsieur Wauquiez, Monsieur Vallaud, Monsieur Lahaye, Madame Trouvé, Monsieur Tanguy, Monsieur Mattei, Monsieur Sansu et Monsieur de Courson. Ok, que des stars. Que personne ne s'impatiente. Que des stars qui vont prendre la parole. Monsieur Midi, allez-y, je vous en prie. Pour défendre la position de leur groupe sur le sujet de cette taxe. Bon, la taxe Zuckman, c'est une mauvaise taxe. Elle est mauvaise pour les biens professionnels, donc elle est mauvaise pour l'économie, donc elle est mauvaise pour l'emploi, et donc elle est mauvaise pour les Françaises et les Français. C'est aussi simple que ça. Il n'existe pas de taxe magique. Je veux que tous les Françaises et tous les Français qui nous écoutent se posent la question. Une taxe qui a un taux très faible, qui ne touche personne, qui n'est censée n'avoir aucun impact sur l'économie, qui n'a été faite dans aucun pays, qui n'a pas été faite en France sous Mitterrand en 1981,
Est-ce que ça paraît être quelque chose de réel ou est-ce que ça paraît être une arnaque? Lui, c'est Paul Midi qui s'exprime pour Renaissance. Aux Alouettes. Nous nous battrons contre, parce que nous nous battons contre toutes les hypocrisies, contre tous les mensonges, contre pas tous les populismes. Pas toutes. Et même si c'est difficile, et nous nous battons contre tous les populismes, même quand ils se mettent ensemble, la France Insoumise et le Rassemblement National, pour voter 36 milliards d'euros de taxes supplémentaires sur nos entreprises. Ça, c'était la semaine dernière sur les super profits. Mais le Rassemblement National ne va pas voter la taxe Zuckman. Enfin, on va les écouter, on va voir ce qu'ils disent. Beaucoup. Et nous voulons faire le compromis. C'est déjà voté, c'est la CEHR Fillon, c'est la CDHR Barnier, c'est la taxe holding, c'est la surtaxe Aliès. Donc nous serons... Et nous serons contre la taxe Zuckman, mais nous serons aussi contre la taxe Zuckman dite light, parce qu'elle n'est pas light. C'est une taxe Zuckman à sucre ajouté. Le taux est plus fort, la base est plus forte, ça n'est pas 100 millions, c'est 10 millions. Et les exceptions sur les biens professionnels sont anecdotiques. Cette taxe est 100% sucre ajouté, c'est 0% croissance, ça sera donc 100% non. Merci, monsieur Midi. Paul Midi, en tout cas, qui nous donne une information en indice. Les macronistes n'ont pas l'intention de voter la taxe Zuckman light proposée par les socialistes. La troisième voie, peut-être? Un amendement surprise du gouvernement qui propose une taxe supplémentaire? Nous voici donc arrivés à ce moment du débat budgétaire qui est celui de ce débat fou sur la taxe Zuckman. Ouais, on en est là. Cela fait plusieurs jours que nous avons un débat budgétaire. Notre préoccupation à nous, les députés de la droite républicaine, c'était de ne pas augmenter l'impôt sur le revenu, c'était d'éviter des mesures de refiscalisation, c'était d'obtenir des mesures importantes pour nous comme la défiscalisation des heures supplémentaires. Ce sera de proposer des économies sur la dépense. Mais ici, sur certains bancs, dans un pays qui a pourtant déjà le record des prélèvements obligatoires, le débat budgétaire, c'est augmenter à nouveau des taxes et des impôts. Et quelqu'un qui viendrait de Sirius et nous regarderait n'arriverait même pas à comprendre comment un pays qui a déjà tellement d'impôts et de taxes trouve encore le moyen de se demander s'il n'y a pas, par miracle, un petit endroit qu'on aurait oublié de taxer dans notre pays. Bon, on lui expliquera. Alors pour les et sa soucoupe volante, elle n'est pas taxée peut-être? C'est très simple, nous sommes contre la folie fiscale, nous sommes contre la taxe mania. Et votre taxe Zuckman, c'est juste de la taxe mania. Vous pensez, monsieur le président de la Commission des finances, que vous allez avoir avec cela des rentrées fiscales supplémentaires. Mais vous n'aurez rien. Vous n'aurez rien, vous n'aurez pas plus d'impôts, vous aurez moins d'emplois, vous aurez moins de salaires, vous aurez moins de pouvoir d'achat, vous aurez moins d'activité économique. Vous allez juste faire du mal à la croissance. Et la réalité, c'est qu'à force de tout taxer, vous n'aurez plus rien à taxer et que vous allez en plus écœurer la France qui travaille et la France qui entreprend. Et donc pour nous, nous nous obstinerons, vous nous trouverez en face sur ce chemin. La seule voie pour le redressement de notre pays, ça n'est pas l'augmentation d'impôts, c'est la baisse de la dépense. Baisser la dépense, c'est au cœur des propositions des Républicains. La lutte contre l'assistanat aussi, très cher à Laurent Wauquiez. Répondre d'abord à notre collègue Midi qui disait... On continue avec Boris Vallaud pour les socialistes. Contre les populistes. Lui faire remarquer qu'il a été comme nous le témoin d'une révolte absolument aussi inédite qu'insensée des milliardaires par tous les moyens, et notamment par leurs médias, par leurs organisations professionnelles, qui, au fond, se sont révoltés contre l'impôt et contre le consentement à l'impôt. Dans tous les pays où les milliardaires se mêlent de politique, refusent de concourir à l'impôt, contestent la souveraineté populaire à travers les parlements qui représentent les électeurs, eh bien, ils finissent par sombrer dans ce que l'on appelle l'oligarchie, comme on en a eu à en connaître dans un certain nombre d'élections récentes. Et je pense aux oligarques de la tech qui ont porté au pouvoir Trump. Elon Musk. Certains de nos milliardaires ont participé au financement de la campagne de semaine Trump. Ce sont les mêmes qui se révoltent aujourd'hui. Je constate aussi qu'un certain nombre de chefs d'entreprise, de ceux dont nous disions que nous allions les sacrifier, des entrepreneurs de la tech, ont dit qu'ils étaient disposés et prêts à être assujettis à la taxe Zuckman.
Ceux-là, au fond, savent la valeur de la cohésion sociale d'une nation comme la nôtre, savent la valeur de la justice sociale et de la justice fiscale, savent la valeur économique de la décence commune dont parlait Orwell. En réalité, le triomphe de la justice, c'est ce que tout républicain authentique devrait exiger. Je voudrais répondre à quelques questions de fond. Vous dites la folie fiscale, mais la folie fiscale, c'est quand les PME payent les impôts des multinationales qui ne les payent pas. La folie fiscale, c'est quand les classes moyennes, les classes populaires payent les impôts des multinationales qui ne les payent pas et qui consolident 40% de leurs résultats dans les paradis fiscaux et prisent chacun de nos États, de nos services publics, des Françaises et des Français de 20% de l'impôt sur les sociétés. C'est ça, Monsieur Wauquiez, la folie fiscale. La folie fiscale, c'est aussi d'oublier que la TVA annule un quart de l'effet redistributif de notre modèle social. Et je voudrais terminer, Madame la Présidente. Non, c'est fini, t'as plus le temps. Par l'inconstitutionnalité, en rappelant qu'il existe... Merci, je suis désolée, Monsieur le Président Vallot. Monsieur Lahaye. T'as plus le temps, Boris. Bien, merci, Madame la Présidente. Je voudrais vous faire une observation d'abord, vous dire une forme de lassitude qui n'altère évidemment pas notre détermination, mais une forme de lassitude quand même à l'endroit d'un double standard, d'un double discours qui dit prétendre un jour au compromis et l'autre jour qui réserve la discussion au seul socle commun à l'image de la suspension de séance ubuesque que nous avons eue ce matin, qui a permis de rabibocher le socle commun, mais qui ne dessine aucune voie pour l'adoption d'un budget ici à l'Assemblée nationale. Je veux le dire... t'as qu'à le voter. Il n'est possible qu'à la condition qu'il écoute les aspirations du pays, celles à l'équité et à la justice fiscale. Et c'est la raison pour laquelle nous défendons cette taxe Zuckman, car elle est autant un symbole qu'un outil véritablement efficace et peut-être même le seul pour demander à ce que les riches payent leur juste part à l'effort national. Je voulais faire 4 observations. La première concerne les biens professionnels, parce que précisément, si vous nous accusez d'interroger les biens professionnels, c'est parce que le train de vie, le niveau de vie des plus riches se niche dans la confusion organisée entre les biens professionnels et les biens personnels. C'est la raison pour laquelle nous interrogeons ces biens professionnels dans cette taxe Zuckman. La deuxième observation, elle concerne évidemment le principe d'un plancher sans exemption possible, qui est par définition le seul moyen qui permet d'éviter les mécanismes d'optimisation qui généralement annulent les effets des réformes fiscales proposées en la matière. La troisième observation, c'est une observation morale, parce que ça a été dit précédemment dans le débat, mais le niveau de concentration patrimoniale et des inégalités sociales altère aujourd'hui le sentiment d'appartenance à une communauté de destin qui exige des conditions de vie égales entre ses membres. Et enfin, la quatrième observation, c'est une observation liée à la période, au débat que nous avons actuellement. Je termine, Madame la Présidente. Cet impôt, il est attendu pour avoir du rendement fiscal, pour corriger votre budget qui est un mauvais budget. Et si nous avons entendu ci ou là des termes comme matraquage fiscal, ce dont nous sommes sûrs, c'est qu'à défaut d'adopter cet impôt, nous aurons un matraquage social. Monsieur Lahaye, c'était pour les écologistes. Aurélie Trouvé pour les Insoumis. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, Madame la Ministre. Madame la Ministre, vous dites qu'il n'y aurait pas ou très peu d'augmentation des inégalités de patrimoine. Ce que je sais, c'est que depuis 8 ans de présidence Macron, nous avons un record de pauvreté dans ce pays. Comme d'ailleurs, elle n'a jamais été mesurée à ce point-là depuis les années 70. Ce que je sais, c'est que les 500 plus grandes fortunes de France ont été multipliées par 2 depuis 2017. Ce que l'on sait, c'est qu'en 1996, eh bien, ces 500 plus grandes fortunes représentaient 6% du PIB. Elles en représentent maintenant 42%. Muliez était le plus... C'était ça qu'avait l'air de dire la ministre, c'est que précisément ce chiffre-là ne tenait pas compte de l'augmentation du PIB. 203 milliards d'euros. Alors franchement, relisez la note de l'INSEE de 2024 si vous voulez, mais qui s'appelle d'ailleurs « Les inégalités de patrimoine se sont fortement accrues ». Voilà, lisez les notes de l'INSEE tout simplement, enfin, je veux dire, au lieu de nous raconter des balivernes. Donc premièrement. Deuxièmement...
Oui, ça a été dit, ce qui importe, c'est l'effort des milliardaires. Et donc, cette taxe Zuckman ne fait qu'une seule chose, c'est de rétablir le fait, et je vous réponds là-dessus, d'avoir un effort de 50% des milliardaires. Monsieur Zuckman, qui est un grand économiste, un très grand économiste, utilise tout simplement un indicateur qui peut-être ne vous plaît pas. Il ne vous plaît pas parce qu'il dit les réalités. Collègues, il prend l'ensemble des prélèvements divers par rapport à l'ensemble des revenus. Je vous rappelle, Madame la Ministre, que les indemnités ne sont pas des revenus. Et donc oui, 25% pour les milliardaires, 50% pour l'ensemble et la moyenne des Français qui nous écoutent. Je finis en disant que 7 prix Nobel d'économie, 7, pas un seul, ont plaidé pour la taxe Zuckman. Krugman, Duflo, Stiglitz, Johnson, Acemoglu, Akerlof, Banerjee. Et je m'adresse enfin aux collègues qui voudraient faire des taxes light, exonérées ou je ne sais quoi. Ça ne sert à rien. Vous avez vu que ni la Macronie ni la droite... Monsieur Tanguy. Jean-Philippe Tanguy pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Au Rassemblement national, on pense qu'il y a une identité nationale. Et on pense aussi que cette identité nationale, elle se traduit par une identité économique et sociale. Et on peut être fiers, et en tout cas nous sommes fiers, que les Françaises et Français n'aient jamais accepté la mondialisation sauvage. Ils n'ont jamais accepté l'ouverture folle des frontières, ses conséquences sur notre industrie, ses conséquences sur notre agriculture. Ils n'ont jamais aussi accepté les conséquences sur les inégalités sociales. Nier la hausse des inégalités sociales, les inégalités de patrimoine, c'est une folie et je ne comprends pas pourquoi ce gouvernement le fait. Il devrait mieux écouter un des membres de sa coalition, à savoir nos collègues du MoDem, qui ont toujours alerté sur la hausse des inégalités sociales et patrimoniales. S'ils avaient écouté le MoDem, la France n'aurait pas connu des épisodes de division comme les Gilets jaunes. Ils auraient dû aussi écouter le Rassemblement national. La taxe Zuckman, elle n'existe pas. La taxe Zuckman, elle n'existe pas. Faire croire qu'il y a 15 milliards de poules aux œufs d'or dans les placards de Bercy, c'est une absurdité. Et d'ailleurs, même le Conseil économique, que vous aimez citer quand ça vous arrange, dit que cette taxe Zuckman, au mieux, fera 4 à 5 milliards d'efforts fiscal. Et évidemment, il n'y aura jamais une dizaine de milliardaires et qui acceptent de payer un petit chèque à Bercy de 500 millions à 2 milliards d'euros sans partir. Ils partiront et vous n'aurez rien. Et vous avez vendu cela en fait pour justifier la no-censure. Les socialistes, peut-être que les filles y croient, mais vous, les socialistes, je suis sûr que vous ne croyez pas une seconde à ce mirage de la taxe Zuckman. Vous avez agité la taxe Zuckman pour justifier votre non-censure et aujourd'hui, cette arnaque va se dévoiler et malheureusement, c'est les honnêtes gens qui ont peut-être y ont cru parce qu'ils ressentent cette injustice qui vont être déçus. La seule solution, c'est un impôt sur la fortune financière ou peut-être un impôt sur la fortune improductive du MoDem. C'était la vérité depuis le début. C'est dommage qu'on ait passé tant de temps à bavarder. Il faudrait quand même rappeler que le Rassemblement national s'était abstenu l'année dernière sur la taxe Zuckman. C'est bien que leur position a évolué sur le sujet. La discussion va arriver avec les propositions du MoDem et du Rassemblement national. Merci, monsieur le député. Monsieur Mattei. Jean-Paul Mattei pour le MoDem, tiens, justement. Bien. Merci, Madame la Présidente. Je voulais simplement, pour commencer, j'ai une certaine frustration sur l'organisation des débats parce qu'on a entendu un monologue et nous, chaque groupe, on peut rebondir que globalement. Mais j'avoue que c'est un petit peu agaçant. Bah, c'est le jeu, hein. De ne pas pouvoir avoir une égalité dans l'échange qui me semble légitime. Simplement, cette taxe Zuckman, c'est un leurre et pour moi, c'est un non-sens juridique parce qu'on confond la fortune qui est dans une entreprise ou les bénéfices dans une entreprise et la qualité d'associé. C'est pas la même chose. Moi, je préfère que des grands groupes soient détenus par des Français que par des fonds étrangers. Et que si on a dans la logique de votre taxe, j'aime bien faire des modélisations. Que ça soit la taxe Zuckman normale. Quelqu'un qui a 1 milliard, il faut qu'il paye à peu près par an 20 millions d'impôts. Alors je sais bien, il peut avoir 4 millions d'impôts sur le revenu. Il faut déjà avoir de gros revenus. Mais même sans, il reste 16 millions. Je vais chercher l'argent où? Dans l'entreprise. Je vais être obligé de la distribuer. Alors, si en plus je ne suis pas majoritaire, mes autres actionnaires vont dire, nous, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord pour distribuer. Et quand on utilise de manière excessive la trésorerie des entreprises pour payer un impôt personnel, c'est ce que j'appelle un acte anormal de gestion. Et que si on continue comme ça, ça ne peut pas fonctionner. Bah non. Sur la taxe Zuckman Light, moi j'ai fait des calculs aussi.
il faudrait distribuer entre 2,5 et 3% de la valeur d'entreprise par an. Là aussi, il faut pouvoir le faire juridiquement, et ce n'est pas possible. Donc c'est un leurre. Et tout à l'heure, Madame la ministre l'a très bien dit, ça sera sanctionné par le Conseil constitutionnel. Donc voilà, encore une fois, et j'anticipe sur les propos peut-être de mon collègue de Courson. Donc encore une fois, ne faisons pas croire aux gens que ça va marcher. Ça ne fonctionnera pas, cette taxe Zuckman. Il y a d'autres outils de justice fiscale, à mon avis, et je regrette qu'on ait un peu édulcoré la fameuse l'impôt sur les holdings. Sur les holdings ce matin. Mais bon, la discussion n'est pas close. Le texte va cheminer et j'espère qu'on trouvera un compromis pour plus de solidarité fiscale. Merci, monsieur le député. Monsieur Sansu. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre. Je parlais tout à l'heure de la passion de l'égalité dans notre pays et donc de la nécessité d'entendre la demande du pays profond en matière de justice fiscale. Au-delà du respect de notre principe constitutionnel de la participation de chacun à due proportion de sa capacité contributive, permis par l'impôt plancher Zuckman, une contribution différentielle, je le rappelle, nous savons que les recettes dégagées seront indispensables à nos services publics de santé, d'école, de transition écologique. Lui, c'est Nicolas Sansu pour le groupe communiste. Fonctions insupportables comme celle de la fiscalisation des indemnités journalières des malades en affection de longue durée ou sur les rémunérations des apprentis. Oui, il y a urgence, Madame la Ministre, Monsieur le Premier ministre, à préserver le consentement à l'impôt. Consentement à l'impôt qui doit être là sous peine de fracturer réellement notre démocratie de manière inéluctable. Et je veux insister sur un autre point dangereux pour la démocratie. Parce que l'extrême richesse, même fluctuante, même sans rendement, procure un pouvoir qu'on ne saurait ignorer. Regardez la mainmise des milliardaires sur nombre de médias pour mener la bataille culturelle. Regardez l'influence directe de l'oligarchie sur des gouvernements comme aux États-Unis, mais aussi en France. Oui, c'est bien une révolution dans l'architecture fiscale qui est proposée et qui d'ailleurs est discutée au niveau mondial au sein de l'OCDE. Au XIXe siècle, on imposait la terre parce que la richesse, c'était la terre. Au XXe, c'était l'industrie. Aujourd'hui, la richesse est essentiellement financière. Et c'est la finance que l'on doit aller chercher, que l'on doit être mieux à même d'imposer pour ne pas pénaliser les travailleurs, les retraités, les jeunes. Madame la ministre, vous avez perdu la bataille culturelle, comme disait Gramsci. Donc aujourd'hui, la mise en place de cet impôt plancher ne sera qu'une question de temps. Ne perdons pas de temps. Il va quand même falloir gagner des élections aussi à un moment, hein. Pour réussir à... Mais bref. Charles de Courson pour le groupe Lyot. Mes chers collègues, quel est le problème qui nous est posé? Comment peut-on faire davantage participer au financement des services publics de notre pays la petite minorité des 0,1% de nos concitoyens qui utilisent certaines failles de nos dispositifs fiscaux pour payer moins d'impôts que ceux qui gagnent moins qu'eux? Mes chers collègues, la taxe Zuckman n'est pas la solution, parce que c'est une triple impasse. C'est une impasse juridique, puisqu'il y a confusion, mon collègue l'évoquait tout à l'heure, entre le patrimoine des personnes physiques et le patrimoine des personnes morales, qui d'ailleurs aboutit à créer une rupture d'égalité au sein des actionnaires d'une même société. C'est une impasse économique, puisque bien entendu, si elle était mise en œuvre, les acteurs économiques s'adapteront, et on voit bien la difficulté pour les holdings familiales situées à l'étranger. Mais c'est aussi une impasse constitutionnelle, puisque le Conseil constitutionnel plafonne l'ensemble des impôts IR plus IFI, taxe foncière, CG, CRDS, à 70% du revenu disponible, et non pas du revenu économique. Et donc, avec un taux de 2%, qu'est-ce que vous faites de tous ceux qui ont un patrimoine qui rapporte moins de 2%? C'est confiscatoire. Alors on dit ils n'ont qu'à s'endetter pour payer leurs impôts ou faire des dations en paiement de leur patrimoine. Bien entendu, le Conseil constitutionnel dira que ceci est contraire à la défense du droit de propriété. Donc en conclusion, je voudrais m'adresser au Premier ministre. Enfin moi je veux bien, le risque d'inconstitutionnalité c'est un truc réel qu'il faut tenir compte quand on fait un débat budgétaire, mais... Qu'est-ce que propose le gouvernement pour faire face à la question posée? Merci. Il a raison, Charles de Courson, de renvoyer la responsabilité au gouvernement. Que c'est eux qu'on attend là.
Merci Madame la Présidente. On est dans une séquence totalement hallucinante, montée de toutes pièces. Ça, c'est l'UDR. Où on enchaîne fake news sur fake news. On a rappelé la quasi-stabilité du patrimoine des 1%. C'est 1% qui inclut les 0,1% pour information. Évidemment qu'après 2 mois de propagande, 80% des gens songés y croient. Tous ces discours ont en réalité un relent totalitaire, confiscatoire, moralisateur, mais chasser le bolchevique, il revient au galop. La stigmatisation ne fonctionnera pas. Vous parlez de 500 personnes, ce ne sont que 500 personnes. Ça ne serait que 10, que ça ne changerait rien au problème. Rappelons que les 10% des Français les plus riches supportent 54% des impôts et cotisations. Les chiffres de Zucman sont tous bidonnés, cela a été démontré. Ah ouais. Le CAE que vous citez parle d'une destruction de valeur de 6 milliards d'euros pour 4 milliards d'euros de recettes. Mais le projet Zucman, c'est ainsi qu'il faut l'appeler, est assumé. C'est celui de la collectivisation de l'économie française ou au moins par des fonds étrangers. On le sait, vous le savez. Le communisme est donc un fléau qui revient quotidiennement et s'abat sur les esprits comme la nuit chasse le jour. On devrait avoir la main qui tremble, chers collègues, pour prélever chaque euro supplémentaire dans la poche de celui qui crée, plutôt que de donner des leçons de décence. Les Français ne sont pas des cobayes pour vos expériences sociologiques. Vous ne voulez pas l'égalité, vous voulez l'égalitarisme. Vous ne voulez pas aider les pauvres, vous voulez punir les riches. Dans le pays le plus imposé au monde, le plus redistributif au monde, où tout le monde étouffe, la pauvreté augmente. Quelle est votre solution? Ponctionner ceux qui sont déjà exilés fiscaux à 50%. Rassurez-vous, demain ils le seront tous. J'entends même parler d'un ISF climatique. Pendant que l'Inde célèbre l'extraction d'1 milliard de tonnes de charbon, dans quel monde vivez-vous? Notre pays n'est pas assez paupérisé et humilié par 40 ans de socialisme. Certains se complaisent ici à citer la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Eh bien, permettez-moi de vous rappeler que l'article 13 prévoit que l'impôt vise à l'entretien de la force publique et des dépenses d'administration, pas à compenser l'indigence des socialistes. Coupez dans l'impôt, coupez dans la dépense, libérez les Français. Merci. L'UDR, mesdames et messieurs, la gauche n'a pas le monopole de la caricature et de la posture. Oui, on en a aussi des belles à droite. Collègues, tout a été dit ou presque sur cette ineptie économique que représente la taxe Zucman, une impasse économique autant qu'une impasse juridique. Lui, c'est Horizon, le groupe Horizon. Zucman, c'est aussi une taxe de feignant. C'est une taxe de feignant parce que vous faites croire aux Français qu'en allant taxer quelques milliardaires, vous pourrez épargner une réflexion sur les dépenses de l'État. La vérité, c'est que les dépenses de l'État sont trop élevées. Si nous n'y travaillons pas, nous enverrons tout le pays dans le mur. Les salariés comme les entreprises. La taxe Zucman est une taxe de feignants. Pas content, hein? Il y a de l'ambiance cet après-midi. Vous souhaitez réagir? Réponse du gouvernement ou pas? Vous souhaitez réagir ou... Sébastien Lecornu, tu veux pas te lever là? C'est le moment là. Comment? Qu'est-ce qu'on fait? Entre les votes? Comment ça, entre les votes? Il n'y a pas de prise de parole du gouvernement entre les votes. Il n'y a rien qui l'interdit formellement. Ah. C'est pas d'usage, mais il n'y a rien qui l'interdit en tout cas. Ok. Merci Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente. Ah, prise de parole de la ministre. Madame la Présidente, si j'aurais pu avoir la parole entre les votes, Madame la Présidente ne souhaite pas que nous dérogions aux usages, mais je tenais pour informer la représentation nationale, lire l'avis du Conseil d'État sur une des problématiques qui a été appelée, et notamment le Premier ministre a souhaité demander au Conseil d'État de répondre à la constitutionnalité de l'amendement. Quel est l'avis du Conseil d'État sur la constitutionnalité? Moi, je suis curieux, moi. Fait largement part dans les médias et dans les débats politiques ces derniers jours. Et je ne vais donc pas vous lire l'avis complet, mais je voulais vous en lire 2 conclusions. Sur la première question que le Premier ministre avait posée, regardant la conformité du projet d'imposition au principe d'égalité devant les charges publiques. Le Conseil d'État, après un certain nombre de développements, estime qu'en l'état actuel de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, la contribution envisagée doit être regardée comme méconnaissant l'exigence de prise en compte des facultés contributives et par conséquent méconnaissant le principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques. Ouais, mais... Par ailleurs, le Premier ministre avait demandé au Conseil d'État de se prononcer sur l'applicabilité notamment aux contribuables transférant leur domicile fiscal hors de France, puisque, Madame la députée, vous proposiez que pendant 10 ans, les charges soient payées en France si le domicile fiscal était transféré. Ça risque pas d'être constitutionnel. L'exit tax particulière que Madame Mercier proposait dans son amendement. Le Conseil d'État estime, en tout état de cause,
qu'un tel dispositif doit être regardé comme excédant ce qui est nécessaire pour assurer la préservation par la France de sa capacité d'imposition ou la cohérence de son système fiscal, et par suite, monsieur le député, comme incompatible avec la liberté d'établissement protégée par l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Je voulais apporter très sereinement à la représentation nationale... Donc ça, c'était l'avis du Conseil d'État sur le risque d'inconstitutionnalité de la mesure. À vous faire connaître. Ce ne serait pas la première fois que le Conseil d'État se trompe dans son analyse de la constitutionnalité. L'enjeu de l'égalité des charges... Ah, mais quand on veut être créatif en matière fiscale, t'es bien un peu obligé de faire des trucs, quoi. Avec nos règles collectives sur notre continent. Je vous remercie. Merci pour le Conseil d'État. On embrasse d'ailleurs le Conseil d'État. Hein. Nous allons donc passer au vote. Scrutin public. Allez, c'est sur parti. Le 639 avec un double avis défavorable. Le scrutin est ouvert. Alors, les députés vont voter en appuyant sur des petits boutons. Le scrutin est clos. Sur le pupitre, donc ça va très vite. Résultat. Votant 408, exprimé 406, majorité 204 pour 173 contre 233. L'Assemblée n'a pas adopté. Okay. Le suivant, le 2378, scrutin public, double avis défavorable. Celui d'Éric Coquerel. Bon, bah là, c'est sans surprise. Hein. Toute la gauche vote pour. Le scrutin est clos. La taxe Zuckman et toute la droite vote contre. Enfin, les macronistes plus la droite et l'extrême droite votent contre. Votant 403, exprimé 400, majorité 201 pour 168 contre 232. L'Assemblée n'a pas adopté. Le suivant, le 127, double avis défavorable, scrutin public, le scrutin est ouvert. Allez où? Et vous votez chez vous aussi. Hein. Je veux que vous appuyiez sur les petits boutons sur votre bureau. Hein. Résultat du scrutin, votant 404, exprimé 400, majorité 201 pour 167 contre 233. L'Assemblée n'a pas adopté. Le 2558, scrutin public, double avis défavorable, le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Il n'est pas adopté. Résultat du scrutin. Je parie. 402, exprimé 341, majorité 171 pour 106 contre 235. L'Assemblée n'a pas adopté. Niet. Sur l'amendement de Madame Sass, nous commençons par voter les sous-amendements. Ah oui, on sous-amende d'abord et on amende après. Celui de Madame... Un sous-amendement, c'est une modification d'un amendement. 3822, à main levée. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Rejeté. Le 3821, qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Le 3904 de Monsieur Sitzenstuhl, pardon. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. L'amendement numéro 1 donc de Madame Sass qui n'a pas été sous-amendé par scrutin public, s'il vous plaît. Il n'y a pas de scrutin public sur les sous-amendements qui ont été demandés, donc on les fait à la main levée. Voilà. C'est pas très difficile à lire les votes. Hein. Il suffit de constater qu'il y a 2 blocs qui votent pour, un vote qui vote contre. Le truc n'est pas adopté. Merci, au revoir. Résultat du scrutin, votant 404, exprimé 399, majorité 200, pour 168, contre 231. L'Assemblée n'a pas adopté. Des amendements identiques, le 2359 de Monsieur Vallot, à main levée, double avis défavorable. Ah, par scrutin, excusez-moi. Il a été demandé sur l'identique de Madame Feld. Donc, scrutin public pour l'ensemble des amendements identiques, double avis défavorable. Le scrutin est ouvert. Double avis défavorable, ça va être rejeté. Le scrutin est clos. Pas de surprise hein, jusqu'ici. Évidemment que la taxe Zuckman allait être rejetée par l'Assemblée nationale. 106, exprimé 400, majorité 201, pour 172, contre 228. L'Assemblée n'a pas adopté. L'amendement de Madame Mercier, sur lequel nous commençons par voter les sous-amendements. Sous-amendement 3895 par scrutin public, double avis défavorable. Le scrutin est ouvert. Hop. Les députés continuent à voter sur les amendements sur lesquels ils viennent de discuter. Vous avez entendu la discussion publique, vous avez entendu les échanges d'arguments. Là, c'est le moment du vote et on avance. Majorité 175 pour 113 contre 236, l'Assemblée n'a pas adopté. Sous-amendement 3896, double avis défavorable, scrutin public, le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Résultat, nombre de votants
406, exprimé 402, majorité 202, pour 168, contre 234. L'Assemblée n'a pas adopté. Sous-amendement à main levée, celui de M. Sansu, le 3879. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Le 3892, même avis, même vote. Il est rejeté. 3800. Vous savez, ça va encore plus vite. Même vote. Même avis, même vote. 3890, même avis, même vote. Il est rejeté. 3891, même avis, même vote. Il est rejeté. L'amendement donc qui n'a pas été sous-amendé de Madame Mercier, double avis défavorable et scrutin public. Le scrutin est ouvert. Il va être rejeté. Le scrutin est clos. Résultat du scrutin, votant 403, exprimé 399, majorité 200, pour 171, contre 228. L'Assemblée n'a pas adopté. Je vous propose une suspension de séance de 10 minutes. 10 minutes, allez 10 minutes, c'est parti pour 10 minutes de suspension de séance à la proposition de la présidente de la séance, Clémence Guettet, qui vient de clore la série de votes sur les amendements qui proposaient la taxe Zuckman, selon plusieurs formulations différentes. Je ne sais pas si on en est encore à la version light de la taxe Zuckman. Je ne sais pas où on en est. Je ne sais pas où on en est. S'il y en a qui suivent dans le chat, je suis preneur d'informations sur où on en est sur la taxe light, parce que là, ce qui vient d'être rejeté, c'est la taxe Zuckman version classique, de base, t'as vu. Et c'était sûr que ça allait être rejeté, ça on le savait. Mais la question maintenant, c'est sur la taxe version light. Explique-nous les votes à main levée, comment ils comptent si vite. Tu as 3 blocs à l'Assemblée nationale. Tu as un bloc de gauche, tu as un bloc macroniste, tu as un bloc de droite et d'extrême droite. OK ? À partir du moment où tu demandes aux gens de voter, que tu vois que les mains se lèvent et qu'il y a 2 blocs qui votent la même chose, t'es sûr que c'est eux qui ont raison. T'as pas besoin de compter le nombre de mains qui sont levées, c'est sûr, c'est... voilà. Ça va vite. Et si un groupe est pas d'accord, et si un groupe veut un scrutin public, il a qu'à demander un scrutin public. C'est libre de demander un scrutin public. La version light a été rejetée aussi. Donc la version light des socialistes faisait partie de la discussion qu'on a vue jusqu'à présent. D'accord, ok. Est-ce que tu peux demander un scrutin public après un vote à main levée? Non, non, une fois que c'est voté, c'est voté. C'est trop tard. Fallait le demander avant. Tout a été dégagé. Ok, donc on a la réponse à la question. On a la réponse à la question. Les macronistes n'ont pas rejoint le Parti socialiste sur sa proposition d'une taxe Zuckman light proposée par amendement. Mais c'est bien ce qui m'avait semblé entendre dans les arguments du groupe Renaissance. Est-ce que les socialistes vont censurer le gouvernement de Sébastien Lecornu suite à ce désaccord sur un point important du budget? C'est pas sûr, compte tenu du fait que dans ses expressions publiques, et notamment ce matin au micro d'Apolline de Malherbe, le premier secrétaire du Parti socialiste a dit qu'il revenait au gouvernement de faire une contre-proposition pour trouver un rendement au moins similaire à celui de la taxe Zuckman. Semblant dire « Ah bon, vous voulez pas de la taxe Zuckman parce que vous la trouvez trop nulle, trop dangereuse, trop machin et tout ?» Ben, très bien, proposez-nous mieux. Charge au gouvernement de déposer un amendement pour proposer mieux en termes de justice fiscale, en termes de mise à contribution des hauts revenus. Voilà. Faites mieux, voilà, faites mieux. Comme disait un grand homme, faites mieux. C'est en gros ce qu'ont dit les socialistes au gouvernement en disant bah, vous voulez pas de notre taxe Zuckman, vous voulez pas de notre compromis non plus, ok, bah, proposez mieux, sinon on vous censure. En gros c'est ça. Après on verra les équilibres finaux qui resteront dans le budget, est-ce que le budget en l'état sera votable ou pas votable. Merci Caroline Azuré. Mais il faut bien se rendre compte d'un truc, c'est que la majorité elle-même, les macronistes, ont tapé du poing sur la table contre la taxe Zuckman light proposée par les socialistes. En gros, la semaine dernière, il y a un amendement qui a été adopté qui prévoit 26 milliards d'euros de rentrée fiscale sur... C'était sur quoi cet amendement qui a été voté par la gauche et par le RN qui ont mis en minorité les macronistes? Une folie fiscale, encore une fois.
selon les macronistes, qui les a passablement énervés, c'était sur les multinationales. Merci beaucoup, c'était sur les multinationales, l'imposition des multinationales sur leurs bénéfices réalisés en France. Qu'est-ce que je voulais dire? Ça a échaudé les députés de la majorité, enfin les députés macronistes, pas vraiment une majorité, qui ont gueulé fort et qui ont dit nous ça va, c'est bon, on a déjà tant donné au PS, c'est déjà tellement de gauche ce budget qu'on va pas en rajouter. Donc il y a un moment, ça va, on a voulu être sympa, tu leur donnes ça, ils te prennent ça, il y a un moment, ça va, donc c'est sans nous. Donc Sébastien Lecornu, il marche sur des œufs, parce que d'un coup, il déjeune avec Olivier Faure et Boris Vallaud qui lui beurre le mou en lui disant, qui lui bourre le mou, pardon, en lui disant t'as intérêt à accepter notre taxe Zuckman, t'as intérêt à être sympa avec nous, t'as intérêt à accepter nos amendements. Et de l'autre côté, ensuite, il a des réunions de groupe avec les macronistes qui lui disent maintenant ça suffit, on a trop donné aux socialistes, ils sont trop gourmands, ils en demandent trop, on s'arrête là. Et youp la boum. Beurrer le mou ou bourrer le mou? Beurrer le mou. Pardon, merci le chat, heureusement que vous êtes là. Donc voilà quoi, on en est là. Trop gourmand, ils ont eu quoi les socialistes? Ils ont eu la suspension de la réforme des retraites, ils ont eu une taxe sur les holdings, ils ont eu une taxe sur les multinationales, et ils n'ont pas eu leur taxe Zuckman Light. C'est pas parce que c'est pas assez pour vous que c'est pas trop pour d'autres. Voilà. Et j'ai oublié le retrait du 49.3 que les socialistes ont obtenu. Sandwich au poulet aussi, je crois. Donc on verra la suite de l'histoire, on verra la suite des discussions à l'Assemblée nationale sur le reste du budget, sur les autres amendements, sur les dispositifs fiscaux qui vont pouvoir être mis en place pour faire entrer davantage de fric. Se pose aussi une question sur le devenir de ce budget, sur sa capacité à être voté in fine ou alors à être adopté par ordonnance. Je pense que ça va passer par ordonnance. Je pense qu'on va finir par des ordonnances. Et s'il y a ordonnance, se pose la question de quelle version du texte passera par ordonnance. Est-ce que le gouvernement a la possibilité de faire passer un texte amendé par ordonnance ou est-ce que c'est nécessairement la copie initiale du gouvernement? Auquel cas, il faudra faire passer un budget rectificatif en début d'année qui a très peu de chances de passer. Et surtout, si le gouvernement passe par ordonnance et qu'il passe une version non amendée par ordonnance, est-ce que les socialistes vont censurer ou pas? À mon avis, ils ont tout intérêt à censurer. Est-ce que ça peut être une version amendée qui passe par ordonnance? En fait, c'est une bonne question. C'est-à-dire que les ordonnances budget, ça n'a jamais été utilisé dans l'histoire de France. Genre, c'est vraiment un truc, c'est prévu par la Constitution, mais on n'y a jamais eu recours. Le budget est toujours passé, soit par un vote, soit par un 49.3. Du coup, le régime juridique exact du fonctionnement de ces ordonnances fait encore l'objet de débats entre les constitutionnalistes. Il y a des discussions en ce moment pour savoir si le gouvernement est obligé de faire passer la version initiale de son budget ou s'il peut intégrer des dispositifs votés par amendement dans le cadre de la discussion. C'est pas sûr en fait. Et moi j'ai pas la réponse. S'il rédige les ordonnances comme Montoubi, on va rien déchiffrer.
Faut demander à ChatGPT. Faut demander à ChatGPT. Ou à Grok, à Grokipédia. Enfin une encyclopédie en ligne neutre. Ça fait plaisir. Pardon. Excusez-moi, je m'emporte. Pourquoi ils font pas comme l'année dernière? Pourquoi pas une loi spéciale? L'année dernière, ils avaient voté une loi spéciale après avoir censuré le gouvernement Barnier. C'est à défaut d'avoir adopté un budget avec le budget Barnier, les députés ont voté en urgence une loi spéciale pour reconduire les crédits de l'année précédente et permettre de passer l'hiver, mais ça ne permettait pas de gouverner. Donc il a fallu que le nouveau Premier ministre, François Bayrou, fasse voter un budget au mois de janvier-février, qu'il a réussi à faire passer grâce à l'abstention des socialistes de voter la censure. Là, faut bien se rendre compte que, à bien des égards, ce qu'on est en train de vivre, ce que vous êtes en train de vivre en direct sur ma chaîne Twitch, abonnez-vous, c'est quelque chose d'inédit dans l'histoire de la Ve République. On n'a jamais eu une assemblée aussi divisée depuis 2024. On n'a jamais eu un budget négocié sans 49.3 par un gouvernement qui assume de ne pas avoir recours à cet article pourtant magique. Là, ce que vous avez vu cet après-midi, il y avait plus de 400 députés en séance pour discuter des amendements dans un budget. Moi, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu autant de députés mobilisés en séance publique sur des amendements de fiscalité. Donc voilà. On vit des beaux moments quand même. On n'a jamais eu autant de levées de taxes aussi. Ah bah ça faisait partie du débat qu'on a entendu cet après-midi. Est-ce que la France bat des records mondiaux de taxation des entreprises, des gens, des automobilistes Voilà. Ironique qu'on vote une loi Frankenstein un soir d'Halloween. La blague est valide? La blague est valide, tout à fait. Est-ce que c'est pas la meilleure manière de voir la démocratie à l'œuvre finalement? Ah mais moi, en ce qui me concerne, je suis très heureux, parce que je suis un fiefé parlementariste, je suis très heureux de voir une Assemblée nationale qui se saisit du débat budgétaire. Plutôt que de réserver ça aux spécialistes de la commission des finances qui adoptent les mêmes amendements chaque année, ou qui, voilà. On a 400 députés en séance un vendredi en train d'essayer de négocier des amendements avec un débat fiscal intéressant et tout. Moi, je suis très, 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 très content. À quand une réforme pour que le chat puisse voter des lois? Êtes-vous bien responsable? Êtes-vous bien responsable? Peut-on vous faire confiance? Peut-on vous confier l'avenir du pays? Je crains une certaine folie fiscale. Voilà. J'ai entendu des députés tout à l'heure dire que c'était le bolchevisme, que la taxe Zuckman, c'était le bolchevisme. Alors vous, je sais pas ce que c'est. Voilà. On veut les boutons. On veut les boutons. On veut appuyer sur les boutons. Taxe Zuckman, mais à 100%. Bah ça marche plus du coup, c'est plus un impôt minimum. Promis, on taxera pas les subs. Tu dis ça, t'es même pas abonné, wesh. Je déconne. Abonne-toi que si tu veux. Disons que c'est libre, mais fortement recommandé.
En vrai, la taxe Zuckman, c'est pour les riches qui payent pas les impôts. Mais oui, je suis d'accord avec toi. C'est le principe d'un impôt minimum. C'est le principe d'un impôt minimum, c'est que ce n'est payé que si vous ne payez pas par ailleurs des impôts. Donc voilà quoi. Non, mais moi je suis d'accord avec toi, hein. D'ailleurs, je trouve que les députés de gauche tout à l'heure dans l'hémicycle, ils n'ont pas beaucoup appuyé sur ce point-là. C'est marrant parce que c'est un argument important quand même. Pour répondre à la droite qui hurle au bolchevisme en disant oulala, taxe Zuckman, un impôt supplémentaire, quelle horreur, machin. Juste de leur dire, mais c'est pas un impôt supplémentaire. C'est un impôt à défaut d'autres impôts déjà payés. Autrement dit, si vous payez déjà vos impôts, vous ne paierez pas la taxe Zuckman. Voilà, c'est pas pour vous, vous inquiétez pas, hein, y a pas de, vous n'allez pas payer plus d'impôts avec la taxe Zuckman. Sauf si vous payez moins de 2% de votre patrimoine en impôts. Ça, effectivement, vous allez être rehaussé à hauteur de 2%. Ouais, ça reprend, mais moi, je vais pas reprendre. Je vais pas reprendre la séance de l'Assemblée nationale parce que sinon, on est parti jusqu'à 20h, 21h. La pause déj, elle est à 20h et quelques. Et il se trouve que j'ai une soirée Halloween. Alors, j'ai hésité à vous le cacher, j'ai hésité à trouver un mytho, j'ai hésité à vous mettre une disquette en inventant un truc. Puis je me suis dit que j'allais jouer la transparence. J'ai pas d'excuses pour ne pas vous streamer l'Assemblée nationale ce soir, si ce n'est que j'ai une soirée Halloween. Voilà, je suis désolé, voilà, je mesure l'intensité de la déception. Je le sais, je me rends bien compte. Désolé, c'est tout ce que j'ai à vous dire. C'est honteux. Je sais. Je sais, vous payez pour un service public de qualité de chaîne parlementaire et vous vous retrouvez avec un mec qui vous fait faux bon en plein débat budgétaire. Pas du tout au rendez-vous de l'importance historique du moment, quoi, le mec. Ah ouais. Tu te déguises en quoi? Je me déguise en streamer politique. Non, je me déguise en Gabriel Zuckman. Voilà, fait faire peur à tout le monde. Pour un événement consumériste. Ouais. Pas en Jean-Luc. C'est dur de se déguiser en Jean-Luc, hein. Faut un masque et tout. Après, ça fait très très peur aux enfants, mais Zuckman, ça fait peur aux adultes de droite. Du coup, je vais leur foutre les jetons. Voilà, ça va être rigolo. Tu déguises un mec de l'UDR. Ah ouais, le mec de l'UDR. Le socialisme. Le socialisme. 40 ans de socialisme, on a eu. Nous vivons dans un pays de gauche. C'est insupportable. Il faut nous en sortir. C'est marrant parce que les députés... Merci NP Prod. Les députés du RN, ils sont dans une stratégie de normalisation, de crédibilisation. Ils surjouent le côté sérieux, ils font gaffe à ce qu'ils disent, etc. Enfin, tu sens qu'il y a 10 ans de Marine Le Pen derrière au parti, etc. Les députés de l'UDR, d'Éric Ciotti, eux, c'est tout l'inverse. Eux, ils ont quitté les Républicains, ils sont libérés du carcan de la droite, bon père de famille, un peu sympa, qui essaye de paraître sérieux, et ils sont en roue libre totale, en mode c'est bon, je suis libre, je peux dire ce que je pense. Et ce que je pense, c'est que vous êtes rien que des bolcheviks. Tous. Tous. Bah, vas-y, décomplexé, hein. Vas-y, dis ce que tu penses, hein. Te retiens pas. Ça doit leur faire du bien. Ah, je reconnais que d'un certain point de vue, ça doit leur faire du bien. Et du coup, ils donnent des leçons au LR. Ils passent leur temps à donner des leçons au LR, hein, en disant vous n'êtes pas vraiment de droite. Vous êtes une fausse droite. Vous êtes des traîtres à la droite. Hein. Vous pactisez là avec les macronistes. Vous roulez dans la fange
du pouvoir pour des postes, alors que les vraies valeurs, c'est nous qui les incarnons. On est la vraie droite. Vauquier, il est où? Vauquier, il est chez les Républicains, c'est le président du groupe LR. Merci, Casarim. C'est le président du groupe LR et il fait partie. Il est en désaccord avec Bruno Retailleau sur la stratégie d'alliance des Républicains vis-à-vis des macronistes. Il est plutôt en faveur d'une participation au gouvernement. Là où Bruno Retailleau, depuis son caca nerveux d'il y a un mois, là, il a quitté le gouvernement. Bruno Retailleau, qui est en chute libre dans les sondages, depuis qu'il n'est plus au gouvernement. Ouais, ça lui coûte cher. Hein. Et Bruno Retailleau, qui du coup, lui aussi, lâche les freins. Là, je l'ai encore entendu, Bruno Retailleau, il a besoin d'exister médiatiquement, donc il a encore fait une sortie, je sais plus quoi, où il a dit il faut censurer le gouvernement. Alors, censurer le gouvernement alors qu'il y a des députés LR dedans? Des ministres LR, pardon? Pour voter LFI, il faut être limité intellectuellement, non? En tout cas, on peut pas tous être à ton niveau. Excuse-nous. Pardon. Les agents de l'intérieur, Retailleau leur a demandé tellement de choses illégales, ils en pouvaient plus. Quoi? Le ministère de l'Intérieur? Un UDR décomplexé dans le chat. Ouais. C'est quand que tu fais ton coming out mélenchoniste? Qui, moi? Pas tout de suite. Voilà. Est-ce que t'as prévu des bonbons si les enfants sonnent? Putain, non, t'as raison, j'ai pas. Je suis nul. Je suis un voisin nul. Massier mélenchoniste, faut être perdu pour penser ça. Ah non, j'ai pas la prétention d'être quoi que ce soit, hein, surtout pas mélenchoniste, c'est très très difficile. Enfin, en tout cas, c'est très précis sur. Non, non. Non, j'y arriverai pas, moi. Les enfants ont sonné il y a 2 heures. J'aurais filé toutes mes têtes brûlées et maintenant j'ai le seum. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Il est ni de gauche ni de droite, bien au contraire. Mettez-moi où vous voulez, j'en ai pas grand-chose à branler. Je vais être très honnête avec vous. Mais sentez-vous libre, par contre. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est fini les conneries. C'est fini les conneries, je vais y aller. Merci d'avoir été là pour constater avec moi qu'on n'a pas avancé d'un iota sur la taxe Zuckman à l'Assemblée nationale, qu'elle a été rejetée dans sa version hard comme dans sa version light par les députés, notamment macronistes, et qu'on n'en sait pas beaucoup plus sur la suite des événements. Voilà. Ce que je veux que je vous dise. Passez une bonne soirée, joyeux Halloween, et on se retrouve semaine prochaine. Et je vous rappelle qu'on reçoit Gabriel Zuckman dans l'émission Backseat jeudi prochain.
Et je vous ai pas encore révélé l'invité politique. Hein. Parce que Gabriel Zucman, c'est pas l'invité politique. Hein. C'est l'invité de première partie. Attention, attention. Il y a encore des dingues qui arrivent. Allez, des bisous. Bonne soirée. Salut à toutes et à tous. Ciao, ciao.